les a ranimés et il raconte une histoire incroyable, invraisemblable, un vrai délire, comme quoi il serait allé dans une autre dimension complètement fantastique qui a changé leur vie. Et moi, je remercie, je ne sais pas qui tire les ficelles du Pinocchio que je suis. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles dans une école qui a peu à peu rétréci l'éventail des êtres supposés conscients jusqu'à en faire une exclusivité humaine. Bonjour à tous. Il y a 40 ans, sortait un livre qui a bouleversé la vie de milliers de Français. Un livre qui est devenu culte, un best-seller. C'est La Source Noire de Patrice Van Hersel. Et 40 ans plus tard, j'ai le très grand plaisir d'être avec Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Fabien. Merci d'avoir accepté cette interview. On va parler notamment de ton dernier livre que tu as écrit 40 ans après La Source Noire, Le Soleil est-il conscient ? Peut-être avant de parler de ce livre, j'ai une question pour toi. Comment un grand journaliste comme toi en est venu à s'intéresser à des sujets comme les expériences de mort imminente, la conscience, la spiritualité, etc. Ben, on m'a poussé dedans. Au départ, je ne l'ai pas vu venir. Moi, j'ai grandi au Maroc. Et là-bas, je croyais que j'étais persuadé que je serais ingénieur. Puis quand je suis venu en France pour faire mes études, je me suis aperçu que non, ingénieur, ce n'était pas du tout ce que j'avais cru. C'était beaucoup moins romantique. Et donc là, j'ai voulu être journaliste. Et donc, j'ai fait des études pour devenir journaliste. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans des journaux très intéressants. Libération, Le Quotidien, qui démarrait tout juste. Et puis, surtout après, le mensuel Actuel. Et Actuel, où on a vraiment formé comme un collectif, on peut dire, de journalistes qui, au bout de quelques années, d'ailleurs, ont vécu ensemble. Et ça a été une très, très belle aventure. On avait, comme on pourrait dire, comme devise d'aller partout dans le monde où on serait inspiré, où on vivrait des expériences fortes. Et donc, voilà, ça se passait toujours en deux temps. Il y avait un premier temps, il faut convaincre les copains qu'il y a quelque part dans le monde vraiment un sujet de reportage très excitant. Et puis, deuxième temps, pas ramener ce qui était prévu, mais avoir sur place une surprise. Et voilà. Et ensuite, ça se passait de manière assez collective. Le récit se constituait quand tu reviens de reportage et tu racontes aux copains et tu vois bien à la manière dont ils réagissent ce qui est intéressant et ce qui n'est pas intéressant. Et le récit se fabrique en quelque sorte comme ça dans ce dialogue. Et voilà, et bien alors toutes sortes de sujets. Moi, je suis parti en Afrique. Ça, c'était pour rencontrer différents types de personnages, notamment des musiciens, mais pas que. Et puis, je suis parti, comme j'étais le germanophone de la bande, je partais en Allemagne, faire des reportages on allait un peu dans le monde entier. Je suis allé à Hong Kong pour enquêter sur des escroqueries à l'assurance. Je suis allé, et puis la science, quand même, comme j'étais pas devenu ingénieur, mais je m'étais intéressé à la science. Donc la science, on était 2-3 qui s'intéressaient de nouveau à la science, parce que autour de mai 68 et après, il y a eu une grande méfiance. La science, c'est au service du capitalisme, c'est quelque part, c'est pas bien la science. Et puis ce défaut de jeunesse nous a passé. Et puis la science, c'est très 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 intéressant. Et je me suis intéressé notamment à la neurochimie, parce que dans les années 70, dans les années 70, on découvrait les neurotransmetteurs. Et j'ai écrit plusieurs articles. Ça nous intéressait d'autant plus que ça explique les neurotransmetteurs, comment les drogues légales ou illégales peuvent agir sur nous. C'est parce qu'elles se font passer pour des neurotransmetteurs qui sont des drogues très très puissantes qu'on a
dans tout le corps, en fait, et particulièrement dans le cerveau. Et donc, c'est ça qui m'a conduit, à un moment donné, sans que je m'y attende du tout, à m'intéresser au sujet dont tu aimerais qu'on parle ensemble aujourd'hui. Euh, c'est à la fois grâce à la presse allemande, parce que je lisais le Spiegel. Mhm. Les autres pouvaient lire Newsweek ou Life ou Time. Et moi, je lisais le Spiegel, et dans le Spiegel, je tombe sur un article assez ahurissant qui s'appelle Todesforschung, ça veut dire recherche sur la mort. Je me rappelle très bien le titre de l'article, c'est Ein Fuß im Jenseits, un pied dans l'au-delà. Et ça raconte un truc dont je n'avais jamais entendu parler, qu'on a ranimé des gens déclarés morts cliniques, dont le cœur s'était arrêté, puis on les a ranimés, et ils racontent une histoire incroyable, invraisemblable, un vrai délire, comme quoi ils seraient allés dans une autre dimension complètement fantastique qui a changé leur vie. Et dans le même article, on dit que on a l'explication. C'est une overdose endogène. Ils se sont fait un shoot et les drogues que nous avons dans le cerveau, elles se libèrent au moment de mourir. Et ça, moi, je trouve ça très excitant. J'en parle aux copains qui trouvent ça très excitant aussi. Et on m'envoie, pour mon premier voyage en Amérique, j'avais juste 30 ans, et on m'envoie à Los Angeles, où sont les chercheurs dont parle le journal allemand. Et je tombe sur un bec énorme. C'est que je tombe sur des chercheurs qui sont profs à la fac, experts auprès des tribunaux en matière de drogue, mais qui n'ont pas fait la moindre recherche. Ils n'ont jamais eux-mêmes étudié un cas. Ah, d'accord. Et c'est la première fois que je rencontre ce qu'on pourrait appeler des matérialistes qui sont jetés à corps perdu dans un combat idéologique. Parce qu'ils ont peur de l'obscurantisme, disent-ils. Et je suis très embêté, parce que je me suis fait envoyer aux États-Unis. Et là, la surprise, on comptait toujours sur des surprises. Partir en reportage, ça voulait dire, attends, tu ne vas pas nous ramener ce que tu avais prévu, hein. Il faut que ça soit plus fort. Et le réel étant toujours plus fort que la fiction, enfin moi, ça c'est mon impression, le réel, quand tu te confrontes au réel, c'est beaucoup plus fort que les histoires qu'on s'est racontées. Et bien là, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. J'ai promis, et je vais rien ramener du tout. Et donc, je me rabats en essayant de comprendre pourquoi ces gens-là, ces chercheurs sérieux, ont en quelque sorte quand même, on peut dire, manipulé des journalistes allemands. Et puis moi, j'ai mal fait mon boulot parce que j'aurais pu vérifier avant, mais j'étais tellement confiant. Et je décide de me rabattre sur cet obscurantisme en disant, parce qu'ils me disent qu'il y a des scientifiques de haut niveau qui sont atteints d'obscurantisme, qui racontent des fadaises qui sont complètement maboules. Et donc, ils me font une liste, et voilà. Et je les remercierai jamais assez, parce que la liste commence par... Alors, il y en a une, elle est particulièrement grave. Elle s'appelle Elisabeth Kubler-Ross, citoyenne suisse avant d'être citoyenne américaine. Mais là, elle est américaine. Et il me donne tout de suite une sorte de sésame incroyable, puisqu'ils me disent, pour vous dire, monsieur, dans quel genre de publication cette dame communique, eh bien, sa dernière interview, elle était dans Playboy. Et moi, je connaissais Playboy, évidemment. À l'époque, tous les hommes, à peu près, connaissaient Playboy. Et c'est un journal érotique, de femmes nues, mais il y a l'alibi pour acheter, pour l'entretien, le grand entretien de Playboy est toujours
consacré à une personne de très haut niveau. Ça peut être, je sais pas quoi, le président Kennedy, ça peut être Claude Lévi-Strauss, c'est Einstein, c'est le grand entretien. Et il se rend pas compte. Et donc, en sortant de chez lui, le professeur Ronald Siegel, je cours. Là, on avait des correspondants à Los Angeles. Je me procure le Playboy et je découvre Elisabeth Kubler-Ross, on peut dire la fondatrice des soins palliatifs. Mais ça, je vais le découvrir peu à peu, parce que là, moi, je tombe des nues, je connais rien. Je connais rien à rien. Et après les autres, parce que sur la liste, il y avait Elisabeth Kubler-Ross, puis il y avait Raymond Moody, Kenneth Ring, Michael Seebohm. Il y avait au moins ces quatre-là. Les autres, je ne me souviens pas, mais ces quatre-là, j'ai couru les voir. Alors non, pas Elisabeth Kubler-Ross, parce qu'elle était Enfin, il fallait s'inscrire sur une liste d'attente de 2 ans. Elle était tellement demandée. Je me rends compte qu'elle est une star aux États-Unis. Et donc, je vais voir les autres. Je vais voir Raymond Moody, qui est à l'époque encore interne en médecine. C'est un prof de philo qui a décidé de devenir médecin. Et puis, je rencontre Kenneth Ring. Et puis, je rencontre Michael Seebohm. Et je tombe sur des gens qui sont en fait des scientifiques. Parce qu'ils me disent... qu'est-ce que vous voulez? Oui, ce phénomène existe, donc des gens qu'on ranime et qui racontent une histoire incroyable, la plus forte de leur vie, de loin. Et même ils disent qu'il n'y a pas de mots, mais enfin ça les a complètement métamorphosés. Et c'est un phénomène qui existe dans l'histoire. On sait, Platon en parle, il y a des témoignages anciens. Mais c'était très, très, très rare. Quelqu'un dont le cœur est arrêté et qu'on le ranime, ça n'existait pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est tous les jours des milliers dans le monde. C'est complètement nouveau, ça n'a jamais existé. Et parmi ces milliers qu'on ranime, il y en a un pourcentage, à l'époque, il poussait un peu loin, mais aujourd'hui, on croit savoir que c'est entre 18 et 20% des gens qu'on ranime qui ont vécu ce que Raymond Moody a appelé une Near-Death Experience, NDE, ou en français maintenant on dit expérience de mort imminente, EMI. Puis il y a d'autres façons d'appeler ça, mais enfin cette expérience-là. Et moi j'ai l'impression de rencontrer des scientifiques parce que ils disent l'interprétation. Alors ils sont pas complètement francs, si je puis dire, parce que quelque part, quand tu en as rencontré 10, 20, 30 de ces personnes-là, tes croyances de fond vacillent parce que le témoignage est très fort. Et péril du dialogue. Tu dialogues avec quelqu'un qui a vécu une chose pareille, ça te touche forcément. Et moi, je dois dire que même avant la 20e fois, la 10e fois, j'étais quand même sérieusement ébranlé. Et ce dont j'allais me rendre compte, parce qu'alors évidemment, je suis revenu à Paris, ça a été publié dans Actuel, qui était à l'époque un magazine qui avait beaucoup de succès. On a eu quelques années de très grands succès où on talonnait presque Paris Match. C'était génial de travailler dans cet endroit parce que du coup, ça nous donnait tous les moyens. On pouvait aller où on voulait, etc. Puis j'ai fait un reportage, 2, 3, pour essayer de comprendre. Et puis au bout du compte, un jour, c'est un ami qui est devenu mon beau-frère parce que j'ai épousé sa sœur, qui travaillait pour les éditions Grasset et qui me dit « Mais tous tes reportages, là, ça pourrait pas donner un livre ?» Et ça allait devenir La Source Noire. Je vous interromps un instant, je suis désolé, moi aussi je déteste les publicités, mais là je pense que c'est vraiment important de vous dire que cette vidéo, c'est une vidéo qui est extraite d'une interview beaucoup plus longue que vous pouvez retrouver gratuitement sur notre plateforme Masterclass Pure Santé. Si ça vous intéresse, vous avez un lien, vous pouvez découvrir pendant 7 jours gratuitement toutes les vidéos, les formations, tout ce qui se trouve sur cette plateforme. Voilà, je vous embête pas plus et on reprend tout de suite. Alors, c'est
finalement, intéressant parce qu'avec ton esprit quand même un peu scientifique, d'ingénieur, en tout cas de volonté Heu, d'être ingénieur, tu as quand même eu l'intuition, tout de suite que la réponse matérialiste des neurotransmetteurs, elle était pas suffisante pour expliquer ces expériences? c'est-à-dire que c'était il me l'offrait sur un plateau. Parce que, heu, mon intuition, elle avait pas besoin d'être très, très fine. Quand quelqu'un affirme une chose et puis qu'après Mmh. tu enfin un chercheur affirme une chose, puis après tu t'aperçois qu'il a même pas étudié un cas, parce que pour lui, il dit: «It's obvious», c'est évident. C'est évident que ce sont les neurotransmetteurs. Je lui dis: «Oui, mais que moi je voulais savoir quels Mmh. neurotransmetteurs, à quel moment et puis comment ils ont fait pour savoir qu'au moment de mourir, on aurait tous une overdose en quelque sorte». Mmh. Enfin, en tous les cas, un certain nombre d'humains, au moment où l'organisme sent qu'il va mourir, il relâche toutes ces drogues. C'est une belle hypothèse, c'est une belle Mmh. hypothèse, mais démon pas une recherche, rien du tout. Et donc et donc et donc j'avais donc c'était évident que c'était pas sérieux, que c'était un combat idéologique. C'est-à-dire Mmh. qu'ils avaient peur de quelque chose. D'ailleurs, je leur avais dit, heu, à je leur avais dit: «Mais c'est drôle, vous me donnez l'impression d'avoir peur». J'avais eu cette intuition-là et ils me disent: «Mais peur, jeune homme?» parce donc moi j'avais 30 ans, eux, ils devaient en avoir 50 et ils me disent: «Peur, jeune homme, heu et pourtant vous avez raison. Il faudrait avoir peur. Il faudrait avoir peur parce que vous vous rendez pas compte, en France, vous êtes, en France, vous êtes très rationnel, mais ici, c'est l'Amérique, monsieur. C'est l'Amérique et ils connaissaient Mmh. qu'est-ce qu'ils auraient dit aujourd'hui? Mais, c'est le pays du Ku Klux Klan, ils me disaient. Donc ici, c'est très dangereux, cet obscurantisme des gens, des scientifiques qui deviennent mystiques. C'est très grave. Et donc voilà, ils étaient, eux, sincères dans leur Mmh. combat contre ce qu'ils estimaient être un obscurantisme. Et moi, mon intuition, encore une fois, là, elle était, tu sais, moi, tout au long de ma carrière, parce qu'après, effectivement, je suis devenu un journaliste qui a été reconnu parce que je travaillais dans un journal qui était très reconnu. Et donc, c'était un tremplin quelque part facile. Heu, on était quelques-uns qui avons été projetés comme ça, sous la lumière et heu, le l'intuition dont tu parles, bah, oui, j'en ai sans doute eu, inconsciemment, j'en ai eu inconsciemment, mais c'est comme si la vie me poussait. Plusieurs fois, j'ai eu cette impression. Mmh. Tu vois, comme quand, plus tard, j'ai beaucoup travaillé sur les gens qui communiquent avec des dauphins. Mmh. Parce que j'étais devenu ami avec, Jacques Mayol, le plongeur Oui. du Grand Bleu. C'était bien avant le Grand Bleu, une dizaine d'années avant. Il rêvait d'être connu, Jacques. Il était connu en Italie, mais pas du tout en France. Il ne savait pas qu'il allait devenir le héros du film de Luc Besson. Et, et lui, il m'avait branché sur des tas de choses, et des tas de pistes très, très intéressantes. Et c'est comme ça que j'avais rencontré, euh, par exemple, Jim Nolman. Encore que Jim Nolman, c'est celui qui joue de la musique avec les animaux aux Mmh. États-Unis. Oui. Et il joue de la musique avec, son grand, grand, grand accomplissement, c'est quand il organise des concerts au large de Vancouver avec des orques qui lui répondent, Waouh. hein, qui lui répondent. Il change d'octave, l'orque change d'octave. C'est quelque chose de prodigieux. Et dans cet ordre-là, on voulait faire des films. On avait, on ce que vous faites aujourd'hui, nous, on avait l'idée de le faire, mais finalement, on ne l'a pas vraiment fait avec Actuel. Mais on voulait faire des films où on verrait, Jacques Mayol, Jim Nolman, Jacques Mayol qui plonge très, 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 très profond, Jim Nolman qui joue de la musique Mmh. avec les animaux et en particulier les orques, et il nous fallait un troisième personnage et et je l'ai trouvé, mais alors poussé par des synchronicités absolument ahurissantes, où mon intuition n'a pas joué grand, enfin, peut-être que c'est mon intuition, mais en réalité, c'est comme si j'avais un ange gardien Mmh. qui me poussait dans les bons endroits. Parce que je suis allé en Russie
en reportage en Russie, euh, alors que je ne parle pas russe et qu'il y en avait plusieurs autres qui parlaient russe, mais à un moment donné, on a tous été envoyés en Russie, en URSS, parce qu'on voulait lancer le tourisme en URSS. Et, et là, par des hasards qui seraient trop longs à raconter, parce que il se trouve que c'était des Américains qui organisaient une commémoration pour le Hiroshima Day, Mmh. une commémoration pour le 5-6 août, au moment, l'anniversaire de Hiroshima. Et, euh, et je suis comme ça projeté à Moscou, euh, sans que je n'y puisse rien, simplement parce que j'avais eu un petit article à écrire sur le Hiroshima Day, et je me retrouve à Moscou, dans la maison de Djouna, qui était la guérisseuse de Brejnev, la, 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 qui la guérisseuse du Kremlin, on disait. Mmh. Parce que Brejnev était très malade, mais il avait une guérisseuse. Et je me retrouve chez elle, et chez elle, je me retrouve au milieu d'une communauté complètement cosmopolite, avec des Américains, dont Edgar Mitchell, le premier homme qui a marché sur la Lune, enfin le 6e homme qui a marché sur la C'est Lune, ça. le 6e homme, Edgar Mitchell, mais il y a des Néo-Zélandais, il y a des Allemands. Je suis le seul Français, parce que les Français se méfiaient énormément avec un peu de paranoïa, je dois dire, se méfiaient énormément de l'URSS. Et je tombe sur Igor Tcherkovsky, l'homme qui fait accoucher des femmes dans la mer en présence de dauphins. Enfin, toute une histoire. Et est-ce que c'est mon intuition? Tu vois, enfin, mais non, enfin, c'est comme le hasard. Et systématiquement, ça a été ça tout au long. Euh, voilà, moi je remercie, je ne sais pas qui tire les ficelles du Pinocchio que je suis. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Enfin, tout se passe comme ça. C'est fascinant. Donc, voilà, ça a commencé avec les expériences de mort imminente avec Raymond Moody et les autres. Et puis, comme tu le dis, ensuite, les animaux, et en particulier les dauphins. Tu as beaucoup étudié les dauphins. Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de ces études, de comprendre que peut-être les animaux sont plus que ce qu'on a longtemps cru? Ben oui, quelque part, c'est évident. Ça nous paraît évident. Aujourd'hui, quand je vois sur les réseaux, euh, par exemple sur YouTube, pour pas le nommer, euh, les vidéos que les gens partagent. Alors, il y en a peut-être quelques-unes qui sont trafiquées avec l'intelligence artificielle, mais la plupart, je suis persuadé, sont exactes. Nos contemporains se régalent de voir que les animaux échangent avec nous, mais échangent aussi entre eux. Comme, je ne sais pas, si je prends un exemple parmi des milliers, ce cochon qui joue au foot avec un chien, il joue au foot, ils s'envoient le ballon l'un l'autre. Et c'est pas de l'IA, c'est vrai. Euh, Or, nous, Français, nous sommes, on dit que nous sommes cartésiens, oui, Descartes. Et Descartes, qui est un très grand monsieur, euh, sur lequel, moi, si j'étais romancier, j'adorerais écrire, raconter la vie de Mmh. Descartes. Elle est fantastique. Mais quand même, il pense que les animaux sont des machines. C'est l'animal-machine. Et il le dit plus d'une fois. Et ça va pousser certains plus tard à dire que peut-être les hommes aussi sont des Mmh. machines. Mais euh, il pense, à la différence de Montaigne qui vient avant lui, Montaigne pense encore qu'un chien, ça peut avoir des émotions, des sentiments, des pensées. Descartes pense que non, que c'est une illusion, que on a quand même été formé à une école, et c'est tout l'Occident d'une certaine façon, mais en France particulièrement, dans une école qui a peu à peu rétréci l'éventail des êtres supposés conscients jusqu'à en faire une exclusivité humaine. Euh, euh, Comment dire, nos ancêtres très lointains, ils n'avaient pas le mot conscience.
ça c'est sûr. Mais tout ce que... Parce que le mot conscience, c'est un mot valise, c'est un mot énorme. Qu'est-ce que, tu vois, c'est quoi être conscient? C'est toute la question de ton livre, d'ailleurs. Oui, alors, tu vois, mais j'ai mis 40 ans à me la poser vraiment. Comme si je tournais autour sans m'en rendre compte. Je tournais autour sans m'en rendre compte. Pour finir juste sur nos ancêtres, je dirais que, évidemment, ils savaient ce que c'est que percevoir, ressentir, rêver. Je pense que dans les peuplades les plus anciennes, ce qu'on appelle les peuples racines aujourd'hui nous le racontent bien, qui sont encore les derniers témoins quand même de quelque chose d'où nous venons, qui sont quand même nos ancêtres. Rêver, bien entendu, rêver, communiquer, parler, rire, pleurer, créer, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la conscience. Et l'idée que les animaux seraient des machines est quand même folle. Nous savons enfin que nous sommes seuls dans un univers indifférent où nous sommes apparus par hasard. Au contact des dauphins, ce qui m'a le plus marqué, c'est très vraisemblablement le fait qu'ils me disent, en quelque sorte, c'était des mots que j'entendais, mais s'ils n'ont pas envie de communiquer, en une seconde, ils ont disparu et tu ne sais pas où ils sont.